Et donc il y a 2 ans, tu dis que c'est ta stratégie. Comment on en vient Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne un peu sur. On va bien sûr après parler de la vente précise, mais en fait, comment on vend sa startup? Quel process, tu vois, se passe? On va pas sur eBay en disant on est en Non. vente. Comment il y a 2 ans, pourquoi tu choisis cette stratégie-là Ouais. d'abord? Alors, donc pourquoi ces stratégies-là? Il faut un peu comprendre le contexte de Reactor pour bien comprendre. Donc on fournit des solutions, produits standardisés, sous forme de licences récurrentes, aux opérateurs télécoms, donc des solutions analytiques, big data, etc. Dans ce contexte, les cycles de vente ou les cycles d'acquisition, les cycles d'achat des opérateurs télécoms sont extrêmement longs. Chez nous, on tourne en moyenne autour de 2 ans pour acquérir un nouveau client. Oui. Ça veut dire que Ça coûte cher. pendant 2 ans, on doit investir. En plus, c'est des relations, il faut construire des relations avec plein de personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la décision. Les cycles de décision sont assez longs dans les opérateurs. Les personnes changent entre-temps de poste, et donc il faut reconstruire, etc., etc. Donc il y a plein d'étapes, donc ça prend beaucoup de temps. Comme ça prend beaucoup de temps, c'est très cher. Pour pouvoir rentabiliser ces cycles de vente, il faut avoir des revenus suffisants derrière. Pour ça, soit on a un produit qu'on vend très 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 cher, soit on a un portefeuille de produits assez large qui nous permet de rentabiliser cet effort. Nous, aujourd'hui, on n'a que 2 produits, avec des licences significatives, mais pas suffisant pour vraiment faire une belle rentabilité sur cet investissement. En tout cas, on n'exploite pas vraiment tout l'investissement qu'on fait pour l'acquisition de nos clients. Donc on se rend compte qu'ils sont très, très contents de nos solutions, ils nous font confiance, mais après, on n'a plus rien à leur proposer pour continuer à se développer. Donc ça, c'est une chose. Le deuxième pendant de ces cycles de vente très longs et coûteux, c'est qu'aujourd'hui, je pense que nos produits ont atteint il y a un momentum sur le marché qui fait qu'il y a vraiment une forte croissance pour nos produits et qu'il faut accélérer maintenant. Or, si je veux accélérer maintenant, soit je lève des fonds et je reçois quelques millions d'euros pour booster mon équipe de vente, mais le cycle de vente va être compressé, ne pourra pas être compressé. Oui. Donc, j'aurai les résultats de cet investissement seulement dans 2-3 ans, ce qui sera trop tard, je pense, pour le momentum du marché. Donc, l'alternative, c'est de s'adosser à un partenaire industriel qui a déjà accès à un portefeuille de clients, qui nous permet de raccourcir très très fort ces cycles de vente, puisqu'ils ont déjà construit la confiance, ils connaissent déjà les bonnes personnes, et ils savent comment avancer pour pouvoir proposer de nouvelles solutions. Ok, donc il y a 2 ans, il y a ce shift en disant ok, on va essayer de s'adosser à un acteur. Mais alors concrètement, comment ça se passe? Donc là, c'est un acteur suédois qui vous rachète. Comment ça se passe? Est-ce que, comme pour une levée de fonds, comme pour un pipeline de clients, tu regardes d'abord, tu fais une liste de 100 cibles potentielles, c'est via le réseau. Raconte-nous un peu vraiment comment ça s'est passé. Tout simplement, en fait, ça se passe comme vendre une solution d'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est un long cycle de vente, c'est important de le savoir aussi. Et effectivement, tu commences par définir ton pipeline, de choisir quelles sont les sociétés qui font le plus de sens. Dans notre cas, on n'était pas sur une logique purement financière, on était sur une logique vraiment de partenaire industriel. Après, il y aurait peut-être eu différentes possibilités, soit de faire une acquisition partielle, il y avait différents moyens de le faire, mais en tout cas, on était sur une logique on s'est focalisé sur les acteurs industriels. On n'a pas été parlé à des fonds d'investissement, des choses comme ça, parce que je ne pense pas que c'est ça dont on avait besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin d'argent, on avait besoin de synergie industrielle. Donc effectivement, on a fait une liste de tous les partenaires qui nous intéressaient et on a commencé à les contacter. Il y en a certains avec qui on parlait déjà depuis longtemps, parce qu'on a travaillé en partenariat ou parce qu'on se croisait chez les clients. Et puis au fur et à mesure, ton funnel... Cette liste, ce funnel, tu le fais tout seul, il y a une banque d'affaires, il y a ton board, qui t'aide à... Alors, donc, dans notre cas, c'est nous, l'équipe de management, qui avons établi le funnel de départ. Ensuite, à la fin du process, on a fini par effectivement travailler avec une banque d'affaires qui nous a vraiment aidés, mais plus dans la structuration du process. À la fin, quand il commençait à y avoir plus que 2-3 acquéreurs identifiés et vraiment intéressés, à ce moment-là, c'est plus pour gérer les négociations, les contrats, etc. Parce qu'il y a quand même énormément de paperasse à régler, ça il faut le dire. Et on s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine vraiment de travailler avec des consultants pour nous aider? Eh ben, franchement, a posteriori, je ne me repose plus une seconde la question. C'est oui, on en a besoin. Parce qu'en plus, ça prend énormément de temps de faire tout ce processus de vente. Tout l'opérationnel. Et pendant ce temps-là, il faut continuer à faire tourner l'entreprise. Et donc, de pouvoir décharger toute cette partie-là chez des gens qui sont expérimentés, qui savent quels sont les documents qu'il faut produire, qui ont déjà des versions draft,
etc. C'est vraiment très précieux, quoi. Et tu fais ton pipeline. Il y avait combien? Tu te rappelles combien tu avais mis de cibles ou Dans la première liste qui était vraiment faite sur un coin de table, je dirais, on était une cinquantaine de candidats identifiés. Alors, dans ces candidats-là, on ne les a même pas tous contactés. Finalement, on a ciblé un peu plus. Au final, on s'est retrouvé avec une dizaine de candidats sérieux. En fait, au départ, si tu regardes un peu le paysage de candidats acquéreurs pour nous, d'un point de vue purement stratégique industriel, il y avait plus des sociétés de consultance, des grands noms qui sont assez connus. Il y avait plus. Vous avez déjà un partenariat avec Deloitte? On a un partenariat avec Deloitte, on travaille aussi avec d'autres grandes sociétés de consultance aussi connues que Deloitte. Okay. Si ce n'est qu'on n'a pas encore de partenariat officiel, mais c'est déjà le cas au quotidien. Donc tout cela, évidemment, ce sont des acquéreurs potentiellement intéressés. Et puis il y a tous les fournisseurs de solutions, donc comme nous, qui développent des logiciels la plupart du temps, qui sont aussi implantés un peu partout dans le monde. Et en fait, chez les opérateurs télécoms. En fait, il y a aussi une logique qui nous a semblé importante, c'est de voir quel est le fit pour l'équipe et pour le type d'entreprise qu'on est avec un potentiel acquéreur. Parce que si tu regardes notre monde, les gros, c'est les Huawei, les Comviva, etc. On est en continu en concurrence avec eux. Donc ça, c'est les acquéreurs évidents. Pour eux, c'est pocket money. Ils vont pas réfléchir très longtemps. Très facile. Mais clairement, pour l'équipe, si demain, on se retrouve chez Comviva ou Huawei, c'est plus la même chose, quoi. Oui. Donc ça, c'était pas du tout une option pour nous. Après, quand tu dis nous, c'est toi le management, mais tes actionnaires pensaient pareil? Parce qu'il y a quand même un alignement à faire, je j'imagine. C'est clair que les actionnaires sont surtout tentés de maximiser la valeur financière dans l'entreprise. Après, je pense que certains actionnaires, en tout cas, étaient plutôt d'avis d'attendre encore un peu pour pouvoir faire augmenter la valeur de l'entreprise. Et franchement, je les remercie d'avoir accepté de suivre cette stratégie, parce que moi, je pense vraiment qu'il y avait un momentum sur le marché. Si on avait voulu faire ça dans 2 ans, ça aurait été... on aurait continué notre croissance, mais on serait resté à un petit niveau, alors que là, je pense qu'on peut vraiment... vraiment grandir plus loin, quoi. Et donc, ce qui me semble important, c'est que, comme tu le dis, c'était le bon moment pour vendre. Ça, c'était quelque chose. Ouais. Il y a la data, le gros sujet, bien entendu. Il y a le fait que une vente, il y a la vente de films. Un jour, le CEO de qui j'allais dire, le CEO de quelle boîte nous ferait rêver dans... Bref, si d'un GAFA t'appelle et dit je veux racheter ta boîte, et il y a le vrai scénario qui est comme aller chercher un contrat, je fais une liste, je retrousse mes manches, je contacte, j'envoie des mails, je n'ai pas de réponse. C'est comme ça que c'est passé. Donc c'est vraiment ça. Alors, tu vas démarcher, tu contactes, parfois on te répond pas, parfois on te dit, on te fait lanterner, on fait 10 réunions, mais en fait on veut juste savoir l'info. Tout à fait. Donc ça se passe comme ça, et donc il y en a certains qui te répondent juste pas. Il y en a d'autres qui sont très enthousiastes, et puis tu fais un call avec eux, puis tu te rends compte que tu as un peu peur, et tu dis non, en fait j'ai pas du tout envie de travailler avec ces gens-là, donc on va plutôt essayer de les mettre de côté. Et puis, si je prends le cas de Seamless, c'est différent parce que Seamless, on avait commencé la discussion très naturellement parce qu'en fait, il y a vraiment un fit parfait entre nos produits. Même techniquement, les deux s'intègrent. En fait, on consomme les données de certaines solutions développées par Seamless, donc on travaille déjà ensemble. Et donc là, ça s'est fait un peu plus naturellement. Et il se fait que tout au fur et à mesure du process, finalement, ils se sont avérés être le meilleur partenaire. Mais dans leur cas, a posteriori, tu pourrais te dire qu'en fait, on aurait peut-être dû pas faire tout l'effort de faire le cycle de vente traditionnel d'une entreprise. On aurait pu juste grandir notre partenariat avec eux et progressivement arriver à un accord. Ça, c'est possible aussi. Et dans tu dis que les choses sont faites naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire que les choses sont faites naturellement? Et pourquoi Seamless et pas les 2 autres acteurs qui étaient en lice? Naturellement, parce qu'on travaille, par exemple, on a un client commun qui s'appelle MTN. On travaille pour l'ensemble... quasiment l'ensemble des filiales du groupe, eux également. Et donc, on se croisait, en fait, et on avait des discussions. Et puis, un jour, on s'est dit, tiens, mais ce serait intéressant si on mettait nos 2 offres ensemble pour aller chercher d'autres clients. Et tiens, vous avez des clients qui nous intéressent. Comment est-ce que vous pourriez nous introduire? Donc, les premières discussions, c'était simplement un partenariat commercial. Et puis, au fur et à mesure qu'on a connu les 2 entreprises, Seamless s'est rendu compte que... ils ont commencé à construire leur stratégie aussi en fonction de nous. Et ils ont vraiment vu les compétences qu'on avait pu développer. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi, on peut être très fier de ce qu'on a fait ici en Belgique, parce que les compétences en développement software, data, sont très recherchées, et c'est ça qu'ils ont valorisé aussi. Ils veulent vraiment faire leur pôle intelligence artificielle, big data,
pour l'ensemble du groupe Seamless. C'est 300 personnes, c'est pas si grand que ça. Mais ça, d'ailleurs, c'était aussi un élément important pour nous. Ne pas être noyé dans un géant, mais un groupe à taille humaine dans lequel on peut continuer à exister et trouver notre place, quoi. Donc l'intérêt se marque, ouais. Naturellement. Quelle est la phase de... est-ce que tu peux nous raconter très concrètement, un contrat se signe et comme une term sheet, on va après... il y a une due deal qui se passe et qui est tout audité dans tous les sens. Tout à fait. Donc, comment ça se passe ? En fait, au fur et à mesure du process, on va partager de plus en plus d'informations. Et à chaque étape, on va demander de l'engagement supplémentaire de la part de la contrepartie pour s'assurer que quand on divulgue de l'information, on ne le fait pas. Ils ne sont pas venus juste à la pêche aux informations. Et c'est quoi l'engagement supplémentaire, par exemple ? Ça veut dire Alors, quoi ? par exemple, ça peut être une non-binding offer, donc une offre non liante, qui dit, voilà, après une certaine analyse, donc on a fait une espèce de package d'informations avec un slide deck hyper détaillé qui donnait, qui faisait une centaine de pages, qui couvrait depuis l'introduction générique de l'entreprise à la présentation des produits, la présentation de l'équipe et la présentation évidemment de toute l'information financière, mais en restant sur un niveau relativement élevé pour pas rentrer trop dans le détail. On divulgue rien au niveau du code, on divulgue rien au niveau des fonctionnalités détaillées de l'outil. Et on fait simplement une démo pour montrer à quoi ça ressemble extérieurement. Suite à ça, eux font une première analyse et ils disent OK, sur base de ces informations financières et stratégiques, on pense qu'on peut vous valoriser à grosso modo autant. Et ça, ce sont les conditions qu'on va mettre dans la valorisation. Il peut y avoir des conditions de earn-out, donc par exemple pour garder l'équipe plus longtemps. Il peut y avoir des conditions liées à l'IP. Il peut y avoir des conditions sur la manière dont ils nous rachètent. Donc à un moment donné, il a été discuté aussi que Seamless puisse nous racheter avec des actions. Seamless plutôt que nous racheter avec du cash. Ça ne correspond pas forcément aux stratégies des investisseurs. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui se discutent. Mais donc, tout le jeu, c'est un jeu de confiance, en fait. Il faut construire la confiance au fur et à mesure. Et chacun doit faire un pas vers l'autre progressivement. Parce que Seamless, clairement, on l'avait identifié, s'ils n'allaient pas acquérir une entreprise comme Reactor, ils allaient à un moment donné trouver une autre manière pour pouvoir fournir des solutions similaires et développer une équipe similaire. Oui. Donc, quand tu divulgues des informations, tu sais que c'est un potentiel concurrent dans 2 ans, quoi. Oui. Donc voilà, c'est la confiance qui doit se créer progressivement. Et c'est quoi le moment le plus stressant alors de tout ce process ? Je dirais que le moment le plus stressant, c'est à partir du moment où tu as décidé que tu rentrais en négociation exclusive. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu dis aux autres offrants qu'en gros, ils sont hors jeu. Oui. Si à un moment donné, cette négociation exclusive n'aboutit pas, tu es extrêmement déforcé dans la négociation avec les 2 autres que tu vas rappeler derrière, quoi. Oui. Et donc ça, c'est un peu stressant parce que tu fais confiance et on était vraiment convaincus de la sincérité, de la volonté de Seamless d'aller au bout. Mais il peut toujours y avoir quelques clauses qui peuvent à un moment donné faire que le contrat est rompu et qu'on n'arrive pas à signer le contrat final. Et donc je dirais que ça a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois en début d'année où entre le moment où on dit à Seamless OK, on avance avec vous sur base de votre term sheet et c'est ça que voilà, on va pour négocier un contrat final ensemble. Si jamais on doit revenir en arrière suite à ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Heureusement, ça s'est passé. Et en plus, ensuite, il y a eu un deuxième moment un petit peu stressant, c'est qu'on a signé le contrat, mais la vente n'était pas encore finalisée parce que Seamless devait encore financer le deal en levant des fonds sur leur marché. Et donc ça, c'était une condition qui permettait de casser le contrat. Ah oui. Donc évidemment... Tu dois avoir confiance en leur capacité à eux d'exécuter. Ils ont vraiment rassuré tout au long du process en disant écoutez, il n'y a aucun risque que ça ne se passe pas. Mais on sait bien que ce n'est pas vrai, il y a toujours un risque. Oui. Mais nous, de notre point de vue, il était très difficile d'estimer l'ampleur de ce risque. Donc ça, c'était un petit peu stressant aussi parce que d'un côté, on avait signé le contrat, mais en même temps, il y avait encore une possibilité que ça ne se passe pas.